Et puis je me disais vraiment, si c'est moi qui porte l'enfant, je me disais: «Mais t'imagines toute cette douche d'anxiété? Je suis pas habitable». Mais je me disais vraiment: «Et je suis pas habitable». One, two, three, four. Yeah, your heart is a sun. Est-ce que vous avez déjà écouté votre petite voix? Cette intuition qui souffle ce qu'on n'ose pas toujours entendre. Celle qui pourrait, peut-être, tout changer. Je m'appelle Herveline et comme vous, j'essaye, pas toujours avec succès, de suivre cette boussole intérieure. C'est pour ça que j'ai créé La Petite Voix, un podcast où des femmes et des hommes partagent avec émotion, parfois même avec humour, ces moments où la vie bascule et où tout devient possible. Chaque épisode explore des histoires de nouveaux départs. Une séparation libératrice, une reconversion audacieuse, un burn-out surmonté ou une maladie qui révèle une force insoupçonnée. Autant d'histoires de doute, de peur, mais aussi de courage et de transformation. Chaque mardi, je vous invite à découvrir ces conversations intimes, sans filtre, des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre? La Petite Voix, le podcast. C'est parti! On entend beaucoup parler de l'instinct maternel, comme si pour chaque femme c'était une évidence, une pulsion innée et naturelle. Mais qu'en est-il vraiment? Et si cet instinct ne venait pas? Et si au fond de soi, on n'avait pas envie de devenir mère? Aujourd'hui, je reçois Marie. Pendant plus de 20 ans, elle a cru que la maternité n'était pas pour elle. Trop fragile, trop anxieuse, pas habitable, disait-elle. C'est ainsi qu'elle décrivait son corps, incapable, pensait-elle, d'accueillir une vie. Je vous invite à découvrir ce parcours à contre-courant, jalonné de doutes profonds, de lâcher-prise puissant et d'un amour qui fait basculer toute une vie. Bienvenue dans un épisode intime, tendre et surprenant qui nous montre tout ce que la vie peut nous offrir quand on s'autorise à l'écouter. Aujourd'hui avec Marie, nous allons parler d'une pièce de théâtre jouée à 18 ans comme un manifeste, d'un mot balancé dans un couloir d'hôpital et qui fait mal, et d'une cuillère gravée en cadeau, promesse de beaux lendemains. Salut Marie et bienvenue dans La Petite Voix. Salut Herveline, merci de me recevoir. Je suis ravie de t'accueillir. On va faire un épisode qui va parler de maternité. Ça a des airs de Bliss et de la matrescence qui sont deux podcasts que moi j'aime beaucoup. Mais on reste dans La Petite Voix, donc on va en parler par le prisme là, de ton intuition. Tiens, j'ai envie de commencer par te demander quel est ton dernier souvenir là, avec ton fils que tu as partagé, ton dernier moment avec lui. Écoute, c'était ce matin. Il avait, son petit bonnet, il avait son petit parce qu'il fait vraiment frais ce matin et il m'a fait au revoir avec, son papa et donc du coup, voilà, il m'a fait un bye bye, trop mignon tous les 2. Ils étaient là, c'était trop chou. Ce qui est mignon, c'est que je vois à quel point quand on est maman et tu l'illustres, on oublie les mauvais moments parce que tu viens de me dire en off que tu avais passé une nuit terrible et en fait, c'est pas ça que tu retiens, c'est, cette Non, pas du petite tout. tête trop mignonne quand il te dit au revoir. Là, on est en train de parler de ton fils, mais pourtant, Dieu sait si le chemin a été long pour arriver jusque lui, puisque toi et dans ta vie, d'ado et puis de jeune adulte, tu tenais un discours très clair, à tes proches et puis à toi-même qui était: «Je ne veux pas d'enfant». C'est bien ça? Oui, oui, tout à fait. J'ai même, mis en scène, une pièce de théâtre, qu'on a coécrite, avec ma meilleure amie, à l'époque et où j'incarnais un personnage qui disait, «Je ne veux pas d'enfant, je veux pas que mon corps se déforme, je ne veux pas avoir d'enfant». Attends, tu avais quel âge quand, tu as fait cette pièce de théâtre? 18-19. Là, je l'avais écrit, ouais, dans la pièce,
parce que c'était un personnage qui était assez, porté sur l'apparence, donc c'est des choses que j'avais entendues et je me questionnais là-dessus aussi, mais c'est vrai, c'est pas pour ça exactement que je me disais que j'en aurais pas. Dans l'idée, moi, je me sentais pas capable d'avoir des enfants parce que je me sentais trop fragile. J'ai toujours eu beaucoup d'anxiété et je me disais, «Ça colle pas avec, l'idée d'une mère, ça colle pas avec l'idée d'avoir un enfant. C'est pas possible». Je me disais que j'allais sûrement lui transmettre et que c'était pas une vie, enfin que c'était pas agréable et puis je me disais vraiment si c'est moi qui porte l'enfant, je me disais: «Mais tu toute cette douche d'anxiété? Je suis pas habitable». Mais je me disais vraiment: «Je suis pas habitable, vraiment c'est pas possible. Je peux pas avoir une petite personne à l'intérieur là, il va se taper des douches d'anxiété en permanence». J'avais vraiment cette image. Il y a presque déjà de la culpabilité, en fait, là-dedans, de se dire, ce que tu dis entre les lignes, c'est: «Je ne serai pas une bonne mère, en réalité». Ah bien sûr. Ah oui, tout à fait. Ah bah, c'était impossible. Je me disais en anglais on dit, mother material, genre je suis pas vraiment faite pour ça, c'est pas possible. Tu saurais dater à peu près le moment où tu t'es fait ces premières réflexions-là, où tu t'es dit: «Bah, non, en fait, la maternité, c'est pas pour moi»? Je crois pas que je puisse dater, c'est quelque chose qui a été engrammé, j'ai l'impression que c'était vraiment, très intériorisé. Mais est-ce qu'il y avait un contexte, familial particulier ou quelque chose qui a pu, alimenter cette vision-là? Oui, oui, je pense. Moi, j'ai eu un petit frère quand j'avais 6 ans. On a encore un très chouette lien aujourd'hui, voilà, en tant qu'adulte et tout. Mais quand j'étais enfant, c'était pas forcément toujours simple pour moi, d'avoir un petit frère et donc j'ai pu être pas forcément très sympa avec lui et me percevoir comme ça, par moments, alors qu'on a aussi eu des trucs très chouettes justement. Rien n'est tout blanc, tout noir. Mais je m'étais dit: «Dis donc, si je suis avec mon enfant comme je suis avec mon frère, ça va être sympa, dis donc». Et je pense qu'il y avait ça, voilà. Plus ma sensation de fragilité intrinsèque avec cette anxiété, qui a pu être généralisée parfois. Je me suis dit: «Bah, je serai pas une bonne mère». C'est pas je suis pas compatible avec l'idée d'être mère, c'est pas possible. Et cette anxiété-là que tu évoques, elle était présente, même dès l'enfance? Moi, je faisais des crises d'angoisse. En fait, c'était plutôt, oui, c'était plutôt des où je tenais bien, c'était plutôt des crises de voilà, très, vraiment ponctuelles, circonscrites. Dans le quotidien, je faisais quelque chose, qui s'appelle du masking parce qu'en fait, j'ai découvert que j'avais un TDAH, à l'âge adulte. J'avais tendance à enrober mes symptômes, à les masquer, à les cacher, à tenir et donc du coup après, bah, le bouchon saute forcément et on a un contre-coup, et donc ces contre-coups pour moi, c'était, les crises d'angoisse où j'allais tenir. Je te un exemple de ma plus grosse crise d'angoisse si tu veux pour te donner un exemple. On a fait une fête de la musique à la maison où moi j'ai chanté, si je me souviens bien et on avait une amie de la famille qui jouait du piano et il y avait, dans ma tête, une trentaine de personnes. Ça se trouve, il y en avait moins, mais pour moi, le salon était rempli. Enfin, c'était très, très impressionnant et bah, le soir, j'ai fait une crise d'angoisse après. C'est-à-dire j'étais pas j'ai tenu, j'ai très bien chanté, j'ai été vachement chouette toute la journée et en fait, derrière, j'ai fait une méga crise d'angoisse. Donc ça se manifestait comme ça. C'est très difficile à décrire, à quelqu'un qui n'en a jamais eu, je trouve. C'est une sensation quand même, de presque de qu'on va mourir en fait, psychologiquement, c'est comme s'il y avait un lion dans la pièce qui n'est pas visible, mais ton corps est en alerte et donc ça fait, oui, le cœur qui bat très fort, de la suffocation et vraiment une impression que tu es dans un danger, très, très fort et imminent et que tu vas mourir. Il y a vraiment une sensation de panique, et qu'en plus tu contrôles pas. C'est-à-dire que le corps et le mental sont liés à ce moment-là de façon assez inextricable et donc en plus les adultes autour sont assez démunis. C'était quelque chose. Oui, puis on n'avait pas les outils qu'on a aujourd'hui. Alors mes parents sont très ouverts sur ces sujets-là justement, c'est la grande chance que j'ai eue moi, c'est que j'avais des parents enfin j'ai été éduquée, façon Montessori. C'est tout à fait la façon dont j'éduque mon fils, aujourd'hui aussi et donc voilà, il y avait une grande ouverture d'esprit et beaucoup de bienveillance, d'essayer de comprendre et cetera. Donc j'ai vu un psy, enfin voilà. Sauf que cet, état anxieux-là, il va t'accompagner même dans ton début de vie d'adulte. Donc ça te conforte dans l'idée que vraiment c'est impossible pour toi de devenir, mère. Est-ce que parfois quand même ça te traverse l'esprit que, peut-être qu'en vrai tu en aurais envie, mais que juste tu te l'autorises pas? Tout à fait. C'est une conversation que j'ai eue avec, à l'époque, un ami, de mon ex, on était en colocation à ce moment-là et je me souviens qu'un soir, je lui ai dit: «Tiens, moi je me demande quand même si je peux avoir des enfants». Mais il m'a dit: «Mais je croyais que tu en voulais pas».
Et je lui dis: «Ouais, mais je me demande quand même». Et il me dit: «Tu trouves pas ça paradoxal?» J'ai dit: «Si, si». Je Ouais, je sais. En fait, c'est que je me sentais pas capable, mais j'avais envie, c'est sûr. C'est ça, en fait. Et là, tout d'un coup, tu ouvres une toute petite brèche où tu t'autorises à te dire: «OK, en fait, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que je ne m'en sens pas capable». C'est quand même un peu différent, mais à l'époque, tu as quel âge quand, tu as cette, réflexion-là? Je pense que j'avais 21, 22 ans, je pense, quelque chose comme ça. Est-ce que ça t'a donné envie d'investiguer plus ou, tu étais encore un peu jeune et pas assez mature pour y aller? Oui, c'est ça, je pense que j'étais vraiment trop jeune, mais c'est vrai que ça a planté une petite graine en me disant à l'époque, je me suis dit: «Ouais, c'est vrai ça aurait été chouette quand même, peut-être». Mais tu vois, il y avait encore ce truc de en fait, je vois pas comment. Je me disais vraiment, «C'est pas habitable». Je suis pas habitable, vraiment. Quand on est anxieux, on voit encore plus la connexion corps-esprit. On dissocie beaucoup en Occident le corps et l'esprit. On a vraiment tendance à dissocier les 2. Et moi, j'ai toujours ressenti que les 2 étaient liés de façon, impressionnante. Et donc, pour moi, j'étais pas habitable, ni corps ni esprit au niveau, maternité, quoi. C'était pas voilà. Mais la graine était plantée, oui, un peu. C'est fort de dire ça parce qu'en plus, quand tu dis: «Je ne suis pas habitable», le focus est beaucoup sur la grossesse en réalité. C'est pas sur le fait ensuite d'être maman, c'est de porter cet enfant-là et d'avoir la capacité de le faire grandir. Oui, et de surcroît, voilà, je me disais: C'est hostile». Et je me disais: «Je suis un environnement hostile pour moi-même déjà, donc si quelqu'un arrive là à l'intérieur, mais c'est cata». Et en plus, je me disais, vu ma sensibilité à la douleur, l'accouchement, c'est non. Je crois que toujours autour du sujet de la grossesse, tu as une autre problématique qui va émerger, c'est que tu vas réussir à te persuader que tu as un problème de stérilité. Comment ça te vient ça? Je m'étais dit, oui, que j'étais probablement stérile, enfin infertile, parce qu'il y avait eu des petits accidents de parcours, voilà, vu que j'ai commencé, à être, avec, des mecs autour de 16 ans et cetera. Je me disais, bah, j'ai eu des petits accidents, puis je suis jamais tombée enceinte. Mais en réalité, j'ai toujours pris la pilule du lendemain, j'ai toujours été très prudente. Je me disais, que j'étais infertile, c'est sûr. Je me disais que j'avais un souci. Je pense que vraiment tout allait ensemble, en fait, hein, dans mon je m'étais construit quelque chose pour, ne pas être maman, en fait. Pour protéger, comme tu disais, il y a de la culpabilité. Je voulais protéger mon futur enfant de moi-même. Ce qui est vraiment dingue maintenant qu'il existe et qu'il est en pleine forme et que le lien est beau. À quel moment dans ton parcours, cette conviction, pour le coup chevillée au corps, va-t-elle commencer à peut-être un peu, prendre l'eau et comment? Ça a vraiment pris l'eau en rencontrant mon conjoint actuel, de façon très positive. Parce qu'enfin, j'ai rencontré quelqu'un qui pouvait, je trouve, compenser les manques que je percevais de moi, par rapport au fait d'être maman. Lui, voilà, je trouvais qu'il avait la solidité, la fiabilité, la tendresse. Alors bah, ça, moi, j'en manque pas, mais mais envers moi aussi. Il avait tout ce dont j'avais rêvé pour, le père de mon enfant, et aussi pour, bah, me réparer moi aussi sur certaines choses. Est-ce que du coup dans tes discussions avec lui, parce que là vous avez quoi, une vingtaine d'années? Enfin, Nous, on s'est rencontrés, en 2016, donc là, j'ai fait un saut dans le temps. C'était il y a 8 ans et j'ai 41, donc 33 ans? ouais, c'est ça. Ouais, donc là en fait, ça t'a pas emmené juste dans tes premières années de vie d'adulte, tu l'as encore traîné pendant de longues années. Oui, bien sûr. OK, et c'est parce que tu rencontres cet homme-là qui coche toutes les cases du bon papa, comme toi tu l'imagines, que là, peut-être, tu es OK pour l'envisager, mais est-ce que à lui, tu vas lui dire assez tôt dans votre relation: «Bah, écoute, je te préviens, moi je serai jamais mère»? Je pense que je lui ai pas dit comme ça, parce que déjà, comme tu sais, j'étais plus si drastique, au niveau de la façon de le dire. Mais je pense que je lui ai dit que, voilà, je me sentais pas, vraiment capable, que j'y pensais, mais que ça me faisait peur, que je voilà, que je pensais que j'étais pas faite pour ça, en fait. Qu'il y avait quand même des risques, enfin, que je transmette mon anxiété à mon enfant, que je sois pas capable, que j'ai pas les épaules. Et lui, il m'a dit, «Moi, je pense que tu as les épaules». Puis vraiment d'un air, même pas genre, «Si, si, t'inquiète», un peu comme quand on rassure quelqu'un, mais qu'on n'est pas sûr, mais qu'on lui dit par principe. Il m'a dit: «Bah, moi, je pense que tu les as, au contraire». Enfin, et c'était pas le seul à me dire ça. En fait, quand j'ai commencé à poser la question, j'ai une de mes plus anciennes amies qui m'a dit: «Mais Marie, tu es déjà maman».
Elle m'avait dit, que voilà, j'avais déjà une façon de prendre soin des autres, une tendresse, voilà, une présence qui était déjà maternelle et c'est vrai. Et est-ce que tu dirais que, c'est quand ton conjoint te dit: ben en fait, avec un naturel, hyper désarmant tellement lui, il se pose pas la question, est-ce que c'est à ce moment-là que toi, tu vas t'autoriser à écouter ta petite voix quand lui te dit: «Mais, moi je pense que tu serais une bonne mère»? En fait, je me suis dit, «Ah bon? Ah bon? Ah oui». Ça plus, mon ami, «Ah peut-être, ah oui, d'accord, oui, pourquoi pas?» Et voilà et après il y a voilà les grosses barrières sont tombées peu à peu, ça a été très long quand même. Mais oui, ça a été la un peu la première pierre à l'édifice et après ça, j'ai continué bien sûr à avoir des doutes énormes, mais c'est pendant le premier confinement, on s'est dit: «Tiens, peut-être qu'on va se lancer, viens, on fait un bébé». Il s'était passé combien de temps entre le moment où, voilà, tu commences à te dire: «OK, en fait, je peux potentiellement être une bonne mère» et ce moment où vous vous lancez? Je pense, 2 ans. Ouais, il fallait qu'on vive ensemble, moi j'aime bien faire les choses un peu dans l'ordre aussi, puis, savoir si on cohabitait bien et c'est vrai qu'on cohabite, extrêmement bien. Enfin, bon, comme tous les couples, on a nos trucs, mais la cohabitation, c'est pas le souci, quoi. C'est vrai que c'est très, très fluide, c'est comme des pièces de Tetris, hein, on s'imbrique bien, c'est vrai que ça fonctionne bien, quoi. Donc, ouais, ce confinement s'est tellement bien passé, entre nous en tout cas, parce que c'était compliqué pour moi par ailleurs, que, on s'est regardés, on s'est dit: «Est-ce qu'on essaye, quoi?» Et est-ce qu'au-delà du fait que ça se passe super bien dans ce couple et puis plus vous avancez, plus toi tu as de la réassurance en fait, auprès de lui, mais est-ce que tu fais aussi un travail sur toi-même avec, je sais pas, une psy, pour, justement continuer à déconstruire ce truc qui était un espèce de bloc là, armé et très compliqué à défoncer quoi? Oui, oui, tout à fait. Moi, de toute façon, j'ai jamais cessé d'être accompagnée, depuis la vingtaine avec des pauses, hein, régulières, quand j'en ressens le besoin. Mais c'est vrai que moi, j'ai besoin j'appelle ça vider mes poubelles, c'est très mais en fait, c'est ça, j'ai besoin de ça, à la fois pour pas faire des vocaux de 45 minutes à mes amis et voilà et à la fois, pour, continuer à comprendre pourquoi il y a des choses, sur lesquelles j'ai des idées très arrêtées comme ça. OK, donc en fait, il y a tout ce travail intérieur, plus le couple qui va bien, qui va te permettre de t'autoriser à envisager cette grossesse, au moment du confinement. Donc là, vous lancez le projet bébé. Comment ça va se passer? Et bah, ça va se passer, bien avec une petite inquiétude parce que moi je pensais toujours que j'avais des soucis, donc je lui avais dit: «Bah, vas-y, on essaye si tu veux». Malheureusement, j'avais vraiment des soucis. Enfin, on avait des soucis, de fertilité, on a eu des soucis avec la conception. Donc voilà, on a essayé, de façon, légère, c'est resté léger de toute façon parce que moi j'étais persuadée que de toute façon j'allais avoir un souci. Comme on l'a dit, précédemment, je me disais: «Ouais, on va galérer de toute façon». Et voilà et donc effectivement, on a essayé pendant 10 mois, puis après on a commencé à se dire: «Bon, bah, on va aller voir, quelqu'un pour, faire quelques examens» et là, à la prise de sang, j'avais, un taux d'AMH qui était qui était très bas. C'est l'hormone qui indique le taux de fertilité, Donc vous vous lancez dans un parcours de, procréation médicalement assistée, de PMA? c'est ça. Donc on a commencé la PMA en 2021. Moi, je me suis mise en mode, pilote automatique. Du coup, j'ai pas pris de notes, j'ai que des souvenirs, de warrior, comme si j'étais dans un couloir. J'ai foncé, quoi. Donc on est parti dans ce parcours PMA et on commence par une insémination artificielle, en fait. La deuxième a fonctionné. Tu réagis comment? Et ben mal. En fait, j'étais en burn-out, j'étais en train de quitter mon ancien boulot. C'était une période vraiment terrible et le confinement avait pas aidé parce que du coup, je baignais un peu dans mon jus, mental, si tu veux. Ouais, c'était vraiment très voilà, cette surcouche-là de de confinement, de crise sanitaire, c'était quelque chose et voilà, donc à ce moment-là, je tombe enceinte et j'étais en dépression. J'ai tous mes doutes qui étaient là, en fait et j'arrivais pas à me réjouir. C'était pas, forcément, que j'étais pas contente d'être enceinte, c'est que j'étais en dépression. Donc en fait, j'avais le filtre gris par-dessus, Et j'imagine que du coup, là, toutes tes peurs de, «J'ai un corps pas habitable et je lui fais des douches de toute c en plus la dépression de tristesse et d'anxiété». Là, est-ce que tout ça te revient, c'est ça, je me disais, «Ouais, ça va pas du tout». Ça a marché, mais j'avais très peur et en fait, j'ai appris que j'étais enceinte parce que comme j'étais en PMA, on faisait des prises de sang hyper tôt, dans le protocole.
Donc en fait, on apprend qu'on est enceinte, quand ça fait, à peine quelques c'est très frais. On le sait alors que quand on tombe enceinte, naturellement, en fait, on va l'apprendre, parfois parce qu'on a des fois, on a des règles anniversaires, donc on l'apprend au bout d'1 mois ou 2. Mais là, c'est très, très frais et donc du coup, je l'apprends et il me semble que je l'ai appris, je sais plus si je l'ai appris quand j'étais chez mes parents, en justement pour, me ressourcer un peu. En tout cas, je l'ai appris à un moment où j'étais avec eux, en tout cas, et en fait, je leur ai dit: «Vous vous réjouissez pas parce que c'est très, 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 très frais», et je sais pas pourquoi, mais je leur ai dit, et en fait, mon père, il m'a dit: «Oh, c'est merveilleux et tout». J'ai dit: «Non, mais te réjouis pas». J'ai été cassante, j'ai été sèche et c'est terrible. J'ai bien fait parce que j'ai perdu, le bébé. C'est vraiment un embryon, quoi, c'était vraiment tout petit, mais à 9 semaines, le cœur s'est arrêté. La chance qu'on a eue, c'est que c'était encore trop à un stade vraiment, récent, donc c'était vraiment, petite chose à évacuer, ce petit voilà, donc c'est une chance parce que c'est juste une aspiration, enfin je c'est affreux, voilà, c'est affreux comme terme. C'est comme ça qu'ils m'ont appelée dans les couloirs de l'hôpital, c'est l'aspi. C'est vrai, tu as entendu ça à l'hôpital, mon Dieu. Voilà, donc oui, j'ai entendu ça, mais c'est une chance que ça se soit arrêté aussi tôt, la grossesse, parce que j'ai pas dû accoucher, parce que du coup, le trauma reste raisonnable, il reste très psychologique. En fait, c'est vraiment la fausse couche à 9 semaines, quand je me suis mise à en parler, j'ai entendu: «Moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi», ça me fait des frissons. Il y a plein de femmes qui m'ont dit ça, mais tellement, parce que la fausse couche, elle a pas à être tabou si on a envie d'en parler. On peut vraiment en parler, il faut faire comme on le sent. Moi, c'était ça, c'était d'une part, ce côté, OK, c'était, très tôt et c'était en même temps, une chance parce que voilà, ça a été rapide. Par contre, ce qui est très dur, c'est qu'on nous a annoncé ça à la première écho et en fait, elle nous dit: «Ah, installez-vous bien parce que là, ça va être le spectacle». En plus, c'était une gynéco très sympa en plus et là, elle nous dit: «Le petit cœur s'est arrêté, je suis désolée», et vraiment, là, c'est un moment de ta vie où tu as envie de faire rewind. Oui, ramenez-moi 2 minutes avant quand, tout était encore OK. C'est ça, c'est genre, où est-ce qu'on met le bouton? C'est la première fois que j'ai ressenti ça. Est-ce qu'on peut remettre en arrière, s'il vous plaît? Parce que là, Est-ce que cette fausse couche, va revenir alimenter tes doutes, en fait, sur ta capacité à être maman? Évidemment que tu n'y es pour rien dans cette fausse couche, mais c'est tellement facile de venir alimenter des croyances qui étaient déjà bien ancrées avant, tu vois? je vais te surprendre. Pas du tout. J'ai culpabilisé. Je me suis dit: «Il est parti parce que je l'aimais pas assez, parce que je me sentais pas capable, parce que j'étais mal». Mais j'ai aussi compris que je voulais être mère à ce moment-là. Donc en fait, les 2 se sont mélangés et c'est l'envie d'être mère qui a pris le dessus. Donc en fait, je l'ai remercié d'être passé par là parce qu'en fait, je me suis dit: «D'accord, c'est ça que je veux. Je veux». J'ai vu que j'étais fertile, ça me colle des frissons. Mais vraiment, j'ai vu que quelqu'un pouvait s'installer. Oui, il est reparti, il était on m'a voilà, le médecin m'a dit: «C'est qu'il était pas viable, c'est pas, ça n'a rien à voir avec des raisons psychologiques à ce stade-là, quand, ça tient, ça tient». Ce bébé en devenir t'a fait un joli cadeau à ce moment-là parce qu'il est venu, te dire: «Beh, en fait, c'est OK, tu es complètement prête et faite pour, devenir maman». C'est ça, en tout cas, je peux, ouais. Comment va se réinviter la vie au creux de ton ventre? Bah, ça a été long, c'est ça le truc qui est dingue, c'est que celle-là, elle a fonctionné, cette insémination, et ensuite on en a réessayé une autre qui n'a pas fonctionné et ils se sont dit: «Bon, on va passer au FIV, ICSI», carrément, donc la façon de faire la plus qui a le plus de résultats, on va dire, où on va vraiment isoler, le spermatozoïde le plus performant, pour le mettre, dans l'œuf, voilà, donc on est vraiment normalement pas sûr. C'est ça le problème, c'est que quand on vous dit ça, on a l'impression qu'on est dans un labo high-tech. On est dans un labo high-tech, mais que du coup, c'est sûr et c'est comme si on vous déposait un bébé au creux du ventre, pas du tout. Alors ce que j'ai trouvé à la fois beau et très frustrant dans ce parcours, c'est que la nature a toujours ses droits. Mais c'était quand même très dur à vivre parce qu'il y a les traitements, donc on se pique, tous les jours, même plusieurs fois par jour parfois, que j'étais phobique des aiguilles, donc ça a disparu, hein, depuis. On a des injections, on a des examens, on va voir la qualité des ovules, et tout ça, c'est pas facile parce que ma gynéco est très froide. Mais d'une froideur, moi j'ai jamais vu quelqu'un, même, quelqu'un qui est dans l'administration est plus sympa. Je pense qu'elle aimait pas, enfin voilà, elle aime pas forcément ce qu'elle fait ou elle le fait de façon mécanique, mais elle était vraiment désagréable, vous avez compris? Bah, enfin, faut savoir qu'en plus, je savais pas que j'avais un TDAH, mais moi, les informations, quand on me les donne comme ça,
ça me tétanise, donc je prenais des notes, mais du coup, je l'écoutais pas vraiment, donc je prenais des notes. Enfin, Tu comprends pas, enfin, ouais, tu intègres pas ce qu'on te raconte, quoi. Ouais, je pas du comprends. tout. J'osais pas lui poser des questions. Quand je ressortais, j'avais plus de questions qu'en entrant, mais j'osais pas parce qu'elle me faisait peur. Enfin bon, c'était horrible. Si on avance un peu, ce qui est rigolo, c'est que, cet enfant va se présenter, comme il a envie. Ouais, et après en avoir fait 2 avec ponction, avec anesthésie générale, dont une, il me semble, qui a été blanche, c'est-à-dire que, non pas blanche, mais la récolte a été OK, mais aucun n'a tenu à la congélation. Donc en fait, c'est hyper frustrant et là, je me suis dit: «OK», moi, je m'étais toujours dit que je m'acharnerais pas, parce que je préfère vivre que mettre ma vie totalement en suspens pour quelqu'un qui n'a pas demandé à venir au monde, pour, enfin voilà, j'ai aussi des projets. Donc je me suis dit, «Tout ne va pas tourner autour de ça». Je m'étais dit: «Je allez, jusqu'à la fin de l'année, on essaye» et donc du coup, à ce moment-là, on était en octobre, j'ai dit à mon conjoint: «Je repars pas là, pour une FIV». On en a fait 2, c'était vraiment difficile. La troisième, on la programme si tu veux bien, mais là, je on prend une pause et surtout et on se détend. Mais vraiment, on s'est détendu. J'ai fait un test de grossesse parce que j'ai eu 3 jours de retard pour mes règles, ce mois d'octobre et j'ai vu une légère barre, bleutée apparaître, très, très légère. Sauf que moi, j'ai vraiment des yeux de lynx avec mes lunettes là. Donc j'ai pris une seconde, j'étais là. J'arrive dans le bureau de mon conjoint et je lui dis: «Je Mec, je crois que je suis enceinte». Il me dit: «Attends». Il fait: «Sérieux?» Et en fait, j'y croyais vraiment. Je me disais: «Je suis enceinte». Je me le suis dit, après cette semaine de détente, je me le suis dit: «Je suis enceinte là» et je m'étais jamais dit ça auparavant, pendant les FIV et là, je le sentais pas et là, je me suis dit: «Là, ça a marché». Je sais pas pourquoi, et pourtant je suis pas quelqu'un qui se fait des films, enfin je suis, c'est voilà, je me C'était raconte même pas un truc que tu sentais physiquement là, c'est juste que tu as senti que c'était OK, quoi? ouais, je me suis dit: «C'est bon». On n'était pas sûrs, on a attendu la prise de sang. Et moi, j'avais acheté, 3 semaines avant, j'avais acheté une cuillère gravée avec marqué, «Bientôt papa» pour mon conjoint. Je me suis dit: «Je vais allez, je fais jamais ça non plus». Mais je me suis dit: «Je vais forcer un peu le destin, je vais faire un gris-gris là, j'aime bien les» voilà, je fais jamais ça, mais j'avais une cuillère en argent là gravée et je me suis dit: «Si jamais, bah, la prise de sang est positive, je lui mets ça dans son café du matin» et donc du coup, je lui apporte son café après la prise de sang, la fameuse, qui disait bien que j'étais bien enceinte, le taux avait bien bien grimpé et donc là, vraiment gros câlin et putain, voilà, on c'était fou, quoi. Ce qui est drôle là, ce que j'entends, c'est ce bonheur immense et alors, tous les doutes qui t'ont pourtant habité, pendant, ouais, une vingtaine d'années, alors là, ça n'est même plus un sujet, en fait. Oui, c'est plus un sujet parce que j'avais travaillé entre-temps, parce que j'étais accompagnée par une psychiatre, parce que comme tu disais, j'ai posé tout le cadre pour me rassurer par rapport à ma psychologie à moi. Je me suis occupée de moi, en fait, psychologiquement à fond les ballons et j'ai laissé aussi faire, enfin voilà, il y a eu un mélange de lâcher prise et de focus sur, le fait de prendre soin de moi et puis de m'orienter vers ce que j'avais vraiment envie de faire dans la vie aussi. Donc tout a bougé comme ça de façon, conjointe, en fait. Et est-ce que, pendant la grossesse, ça va être, tu vas être toujours sur cette, vague là où tu te sens super bien, hyper heureuse, hyper épanouie? Oui, bah, les hormones de grossesse, je t'avoue, s'ils pouvaient la faire en intraveineuse, moi j'achète, s'il vous plaît. Non, je suis sûre qu'il y a des choses qui s'en approchent, mais et je ne veux pas y toucher. Mais vraiment, ça, moi, j'y retourne, tout de suite, là. En plus, vraiment, c'était quelque chose qui m'a donné une sensation de puissance à plein de niveaux. Voilà, c'était il y a encore des choses que je fais aujourd'hui que je ferais pas si j'étais pas mère. Enfin, ça m'a donné vraiment une énergie de dingue. J'ai pas une énergie débordante, dans l'absolu, mais mentalement, il y a une espèce de moteur que j'avais pas avant, qui s'est déclenché à ce moment-là. Un truc, très puissant, ouais. J'ai l'impression que, pendant toute ta grossesse, toi, tu as flotté, quoi. Tu marchais un Un peu peu, au-dessus du sol. un peu. Alors oui, c'est ça, vraiment, c'était voilà, il y avait alors je dis tous les doutes, c'était pas envolé, hein. Je me disais quand même en plus, c'est à double tranchant parce que j'ai repris des études de psychologie. Du coup, je suis très documentée sur la psy du développement, sur le lien mère-enfant. Donc j'avais lu plein de trucs comme quoi, il y avait pas forcément de coup de foudre à la naissance, que le lien mère-enfant n'est pas quelque chose d'évident, et donc du coup, qu'est-ce que je me suis dit? Que le pire allait m'arriver aussi. Que toi, tu faisais partie de ces mères-là, qui n'avaient pas un lien évident et cetera. Tout à fait.
et je me suis dit: «Voilà, le pire va m'arriver pour l'accouchement et peut-être que le lien mère-enfant, sera pas, immédiat» et après je me disais: «Mais c'est OK si c'est pas le cas, Marie, ça veut pas dire que tu es mauvaise». Parce que c'est vrai qu'on a grandi avec des représentations. Et comment ça va se passer l'arrivée de ce bébé? J'ai eu un accouchement, je suis désolée, ça fait Disney, hein. J'ai eu un accouchement de rêve. Alors, de rêve parce que ils m'ont demandé si je voulais la péridurale et j'ai dit: «Oui, oui, mettez-moi la péridurale et si vous voulez mettre une péri à ma péri, allez-y». Donc j'ai sous-entendu: «Je ne veux pas souffrir et je veux qu'il aille bien, donc faites ce que vous devez faire». Mais la chance que j'ai eue, c'est qu'en fait, moi j'ai été déclenchée, donc j'avais très peur. J'ai eu un diabète gestationnel, donc ils ont préféré, comme j'étais sous insuline, voilà. Oh, se piquer, écoute. Franchement, vu ce que j'avais fait avant, c'était comme un entraînement, hein, c'est pas grave. Ça franchement, c'était pas le pire, du tout. J'ai quand même un très bon souvenir de ma grossesse et donc voilà, donc j'ai été déclenchée, et en fait, c'était comme un rêve parce que je reste quelqu'un qui aime, anticiper, comprendre ce qui se passe. Enfin voilà, j'ai quand même un terrain anxieux à l'origine, donc j'aime savoir, comprendre et maîtriser un minimum les choses et en fait, bah, pour moi, le déclenchement, c'était maîtrisé et j'ai mis 3 jours à accoucher, mais sauf que j'ai pas souffert et j'ai quand même senti les contractions. Ah oui, OK, tu as pu quand même accompagner et le vivre dans ton corps, quoi. OK. Oh oui, c'était magnifique, quoi. En plus, je rêvais de le sortir de moi, en fait, et je l'ai fait. Elles m'ont dit si j'avais demandé avant, j'avais dit: «Si je suis en état, si il va bien, est-ce que je peux le faire?» et donc je l'ai sorti. Un rêve, en fait, je te jure que j'y crois toujours pas. Ça va faire 2 ans cet été, je n'y crois toujours pas. Bah, c'était un rêve pour moi, voilà, il a pleuré, quelques secondes et en fait, j'ai chanté une chanson et il s'est apaisé. Enfin, Direct? oui, oui, vraiment et c'est pas du chiqué, c'était comme ça que ça s'est passé et on dirait que c'est faux tellement c'est beau, en fait. J'en reviens toujours pas, c'était vraiment magnifique, quoi. C'est beau la manière dont tu en parles, voilà, on voit que tu revis la scène et la rencontre, qui est trop belle avec ton fils. Est-ce que par moment, revient à toi cette idée que tu t'étais crue un jour, future mauvaise mère ou pas? C'est vrai que dans les mois qui ont suivi, ça a été tellement naturel. Alors, je sais pourquoi aussi, c'est que, voilà, j'ai moi-même reçu, beaucoup d'amour de ma mère, je me suis occupée de mon petit frère quand il était petit, j'ai eu des filleuls, donc en fait, tous les gestes, enfin, je veux dire, je pouvais parler en changeant une couche, il y avait aucun problème. Le bain, je me questionnais un peu parce que c'est glissant, bon et en fait, ça devenu très en fait, moi, j'avais l'impression qu'il s'imbriquait dans mes bras, comme s'il trouvait sa place. Il y avait un truc, comme si vraiment c'était naturel au possible. Donc maintenant, quand je repense à ça, grâce à toi, j'ai réexploré ça, je me dis: «C'est une construction». C'est fascinant parce que, j'étais pas faite pour, j'ai reçu ce qu'il fallait pour être mère, ça, c'est sûr et donc quand j'y repense, ça me semble, surnaturel, absurde de me dire, qu'un jour je me suis dit que je pouvais pas l'être, en fait. C'est dingue. Ce qui est magnifique, c'est on voit à quel point cet enfant, avant même qu'il soit là, qu'est-ce qu'il t'a fait grandir et travailler sur toi, en fait. C'est ça qui est magique. Jusqu'à l'accouchement. Je voulais pas accoucher par voie basse, j'avais peur aussi. J'avais tellement je m'étais mis plein de barrières et en fait, il s'est retourné, autour de 6 ou 7 mois. Il s'est mis dans la position céphalique parfaite pour l'accouchement. En plus, vraiment avec la tête tournée du bon côté et j'ai dit au médecin qui me suivait à la maternité, j'ai dit: «Moi, je veux une, césarienne dite de confort». Je lui ai dit: J'ai peur de la douleur, je suis pas capable d'accoucher par voie basse, je peux pas». Il m'a dit: «Alors, votre bassin est assez large et le bébé est dans la position idéale pour l'accouchement. Je vais vous demander de réfléchir, je note dans votre dossier. Si vous voulez travailler là-dessus, on en reparle au prochain rendez-vous» et donc j'ai fait de l'hypnose. Grâce au fait qu'il se soit retourné, je me suis dit: «Il me montre le chemin». Et je le remercie encore parce que j'ai accouché par voie basse et que ça a été absolument magnifique, quoi, voilà. Donc en fait, oui, c'est impressionnant comme il m'a fait grandir. Oui, c'est fou. Et donc là, tu disais, il va fêter ses 2 ans, au mois de juillet et j'ai l'impression, enfin, tu l'évoques un peu, mais ce rôle-là de mère que tu avais tellement mis loin de toi et finalement, c'est ton rôle le plus évident et le plus fluide, quoi. Oui, j'ai jamais ressenti ça pour, aucune autre chose au monde et pourtant il y a des trucs que je sais faire, plutôt pas trop mal, écrire, former des gens, voilà, écouter. Mais être mère, c'est un truc, une extension de moi, en fait. Tu dirais quoi, du coup, à la Marie,
d'une vingtaine d'années là, qui dit à qui veut l'entendre que vraiment, elle ne sera pas maman parce qu'elle n'est pas habitable? Ouais, j'ai juste envie de lui faire un gros câlin. Voilà, de lui dire que c'est pas parce qu'elle est pas habitable pour elle-même qu'elle peut pas être une bonne mère, c'est pas du tout la même chose et on peut être accompagné, ouais. C'est beau Marie, merci, c'est, touchant et puis, on voit à quel point la maternité ou en tout cas le fait de devenir parent nous fait travailler aussi sur nous-mêmes. Parfois, comme c'est ton cas, avant même de devenir, parent et puis souvent après quand même aussi. Oh que oui! On en sait quelque chose, je pense. Absolument. Bon, j'aimerais qu'on conclue notre échange par quelques questions rituelles, tu les connais? Ma première, c'est que j'aimerais savoir s'il y a une lecture en particulier qui t'a aidé dans ton cheminement? Moi, c'est la lecture qui m'a aidée, dans l'absolu parce que j'étais, une enfant très timide, introvertie. Donc, m'évader, c'était, un absolu et je dirais même plus écrire aussi. Le Petit Prince, si je dois en retenir qu'une. Est-ce qu'il y a une habitude, un rituel que tu as qui te permet, bah, peut-être de te connecter à toi-même et de te sentir bien? Ouais, il y a deux choses. Prendre des bains, mais même rapides et pas très remplis, hein, mais voilà, de temps en temps, juste un bain, juste, comme ça, relâcher et la marche. Voilà, je me reconnecte comme ça, oui. Bon et ma dernière, question, je voulais savoir si aujourd'hui, Marie, tu es heureuse? Oui, oui, j'ai l'impression que c'est la première fois de ma vie que je le suis vraiment, que je peux le dire, oui. Eh beh, écoute, Marie, merci beaucoup pour, ce témoignage hyper touchant. Merci à toi, Herveline. Yeah, your heart is a sun and it shines as it opens. Where your heart is a sun and it shines. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Le bouche à oreille, c'est magique pour faire découvrir un podcast. Alors envoyez le lien de cet épisode à vos amis et vous verrez, ils vous remercieront. Et d'ailleurs, si vous voulez être sûr de ne rater aucun épisode, avouez que ce serait dommage, abonnez-vous à La Petite Voix sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, YouTube ou autre. Profitez-en d'ailleurs pour m'y encourager avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Non seulement ça fait plaisir, mais ça aide vraiment à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs. Je partage aussi les coulisses du podcast sur Instagram et Facebook. Et mieux encore, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. C'est là que j'ose vous raconter tout ce que je ne dis pas ailleurs. Ça fait beaucoup d'infos, je sais, c'est pour cela que j'ai mis tous les liens dans les notes de cet épisode. Allez, je vous donne rendez-vous mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien et soyez heureux. Creates your horizon. Well, your mind is a space that creates the horizon. Yeah, your mind is a space that creates. 1, 2, 3, 4. Yeah, your heart is a Bienvenue